Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les principaux titres. Lancement aujourd'hui de la première édition de la Semaine des sciences à Djibouti et un forum donc du prochain Einstein qui sera donc probablement africain. Et le mouvement indigène en Équateur rejette l'offre du dialogue du président Moreno. Bonsoir à tous. Et nous débutons cette édition par ces messages de condoléances qui affluent, donc qui continuent d'affluer à la rédaction centrale de la radiodiffusion-télévision de Djibouti suite au décès du regretté Saad Omar Guelleh. Plusieurs messages donc. C'est ainsi que le président du Yémen, Abdelrabou Mansour Hadi, a adressé un message de condoléances au président de la République et à la famille et aux proches du défunt Saad Omar Guelleh. Par ailleurs, le président du syndicat des importateurs de Kat, Hussein Ahmed Farah, le cheikh Abdillahi Ben Cheikh Ali Johar, cheikh de la ville de Borama, le représentant du sultanat de Rahaïta, Abdelkader Daoud Mohamed, le cheikh Awalou Mohamed Dobok, le directeur de l'ONARS Hussein Hassan Darar, le directeur général de National Oil Djibouti, TDC Tilahoun, et le personnel de la société NOC Djibouti, ainsi que le président par intérim de la commune de Balbala, Aden Mohamed Ahmed, adressent leurs condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille et aux proches du défunt Saad Omar Guelleh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, les travaux de l'atelier de validation du plan d'organisation des secours appelé plan Orsec a débuté donc aujourd'hui au Palais du Peuple. C'est le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, qui a procédé donc à l'ouverture officielle en présence de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, des représentants des agences onusiennes, des secrétaires généraux et des directeurs. Ahmed Mohamed Alal, secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, a rappelé les différentes étapes du processus de réactualisation du plan d'organisation des secours. Par la suite, Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, a rappelé l'importance de la validation du plan Orsec, mais aussi la pertinence et l'efficacité du travail entre le gouvernement et les agences onusiennes. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, a souligné l'importance de l'adoption du plan Orsec qui permettra aux acteurs nationaux de faire face aux situations exceptionnelles et d'éviter, en cas de catastrophe, une gestion hasardeuse caractérisée par l'improvisation de la réponse et la mauvaise coordination des opérations. On écoute le ministre. En cette journée de lancement de l'atelier national de validation du plan Orsec et de célébration de la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, comment ne pas assurer une pensée particulière à tous ceux qui ont perdu leur vie, des parents, des amis et de biens. La cruauté des fléaux qui les ont frappés nous interpelle à nous organiser et pourquoi pas à trouver des voies et moyens pour prévenir leurs effets toujours néfastes et de prendre à l'avance les dispositions adéquates et appropriées qui s'imposent pour redonner la vie aux sinistrés, pour réhabiliter les régions éprouvées, pour faire des zones dévastées, des sites et des nouveaux pôles de développement. Cette année, la campagne met l'accent sur la diffusion des mesures pratiques et politiques efficaces pour la réduction de l'exposition des communautés aux risques de catastrophes et une meilleure protection des foyers et moyens de subsistance. Rappelons-nous donc que nous pouvons et nous devons réduire le nombre et l'impact des catastrophes par l'édification des communautés durables qui peuvent, à long terme, cohabiter avec les risques. Comme vous le savez partout dans le monde, les catastrophes liées aux aléas naturels ou actions anthropiques continuent de faire des dégâts importants sur les plans économiques, environnemental, social et humain. C'est dans ces contextes que notre gouvernement, en collaboration avec l'ensemble des partenaires au développement et avec la participation de toutes les parties prenantes, soucieux de la protection des personnes, de la sauvegarde des biens et de la préservation de l'environnement, a pris l'initiative de bâtir un plan pertinent
et performant pour une meilleure organisation des secours en cas de catastrophe. L'objectif qui vise ces plans est de définir une procédure générale de gestion des risques de catastrophe et de prise en charge des victimes en vue d'en limiter les dégâts. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a remis aujourd'hui un lot de 3000 manuels d'alphabétisation à la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil. La cérémonie de remise s'est déroulée au CRIPEN en présence de hauts cadres du MENFOP et de l'UNFD. Le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour, a prononcé un mot de bienvenue avant de saluer les efforts des commissions rédactionnelles de ces manuels qui ont fourni un travail remarquable. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a rappelé que ces manuels conçus sous la supervision du coordinateur des programmes de l'UNFD édité par le CRIPEN concrétiseront d'une manière efficace et efficiente les objectifs à atteindre en matière d'alphabétisation. Il a précisé que ces manuels se distinguent par leur diversité linguistique et culturelle, une source de plaisir pour le ministre qui a salué le travail remarquable réalisé par l'UNFD. Et dans son intervention, la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, a voulu témoigner de la profonde gratitude de l'UNFD pour la réalisation de ce projet en faveur de l'alphabétisation, car l'édition de ce manuel s'inscrit dans la stratégie d'éradication de l'analphabétisme, a-t-elle déclaré. Elle a également tenu à remercier le MENFOP, qui est un partenaire essentiel dans la lutte contre l'analphabétisme. Elle a conclu en soulignant que ces 3000 manuels seront distribués aux centres d'alphabétisation et serviront d'outils pédagogiques de choix. On l'écoute. C'est un grand plaisir et une sincère reconnaissance des efforts consentis par votre institution que je vais prendre la parole devant vous aujourd'hui. Prendre la parole pour juste vous témoigner notre profonde gratitude quant à la réalisation de ce projet en faveur de l'alphabétisation. L'édition de ce manuel s'inscrit dans notre stratégie d'éradication de l'analphabétisme dans notre pays. Le MENFOP est pour nous un partenaire essentiel et incontournable dans la lutte contre le fléau de l'analphabétisme. Et nous ne pouvons que réitérer nos plus vifs remerciements pour nous avoir accompagnés dans ce processus. Vous nous avez remis aujourd'hui 3000 manuels à destination de ces centres d'alphabétisation. Nous vous assurons que ces outils pédagogiques occuperont une place de choix dans la lutte contre le fléau de l'analphabétisme. Et de son côté, le ministre s'est dit heureux de cette collaboration avec l'UNFD qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des objectifs de développement durable et notamment l'ODD numéro 4 et qui devra s'intensifier pour atteindre la qualité dans le domaine de l'alphabétisation. Moustapha Mohamed Mahmoud a conclu en rappelant que l'éducation des femmes est la base de l'éducation d'une famille et donc une contribution fondamentale au développement d'une nation. C'est donc avec un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion donc de cette cérémonie de remise officielle des 3000 manuels d'alphabétisation à l'UNFD. Ce manuel conçu donc sous la supervision du coordinateur national donc des programmes de l'UNFD et édité donc par les CRIPEN concrétisera, Inch'Allah, d'une manière efficace et efficiente les objectifs à atteindre en matière d'alphabétisation. Je tiens à vous préciser que ces manuels se distinguent donc par leur diversité linguistique et culturelle et j'avoue que c'est un grand plaisir pour moi de me joindre au remarquable travail réalisé donc par l'UNFD qui s'inscrit donc dans le cadre de l'exécution des objectifs de l'ODD 4. Et je suis convaincu que cette collaboration avec l'UNFD s'intensifiera, Inch'Allah, dans le temps pour atteindre, Inch'Allah, la qualité dans le domaine de l'alphabétisation. D'ailleurs, sachez que éduquer une femme, c'est éduquer donc une famille et donc contribuer au développement d'une nation. Au terme de mon allocution, j'exhorte donc les bénéficiaires de ces manuels à en prendre bien sûr soin et à les utiliser de manière efficace, Inch'Allah. Je vous remercie donc de votre aimable attention. Salam alaikum wa rahmatullah.
Toujours en nouvelle nationale, la première édition de la Semaine africaine des sciences, à l'instar des 39 pays africains, a été lancée ce matin au Palais du Peuple. Cet événement, donc au premier du genre à Djibouti, a été organisé par le Centre de technologie et de l'innovation pour le développement, connu sous le sigle CETID, avec l'ambassadrice du forum du prochain Einstein, ou Next Einstein, connu sous le sigle NEF, Dialtou Aboubakar Osman. Cet événement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Énergie, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, le secrétaire général de la présidence, des chercheurs, des acteurs académiques locaux, publics et privés, des partenaires et par-dessus tout des étudiants férus de sciences, de technologie ou autres. Cette semaine de la science a pour objectif de faire découvrir l'univers de la science, de la recherche et de la technologie à travers des journées scientifiques, l'organisation des expositions, discussions entre panélistes, des ateliers de codification, la célébration des femmes dans les événements des STEAM, en somme des activités amusantes et pertinentes pour toutes les tranches d'âge. Cette première édition de la Semaine africaine des sciences vise à offrir aux étudiants et aux citoyens la possibilité de s'investir davantage dans la science et une attention particulière sera accordée aux femmes et jeunes filles lors de cette semaine. La science fait partie des initiatives qui fait que le continent entier, et Djibouti en particulier, doit miser dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça met en avant la créativité. Ça permet à ces jeunes de devenir les futurs entrepreneurs, les futurs scientifiques, ceux qui on appelle, d'après l'initiative Next Einstein Forum, vous savez, le prochain Einstein, on pense définitivement qu'il est en Afrique. Et moi, Dialtou, toute l'équipe, on pense qu'il est même à Djibouti et qu'il est même parmi nous, qu'il est même dans cette salle. Donc, ce genre de semaine, c'est aussi de montrer l'étalage des capacités de nos jeunes. Et toute cette semaine, on va célébrer la science et on a la chance incommensurable de pouvoir compter sur l'appui de nos plus hautes autorités. Et je citerai le président de la République qui attache une importance capitale au développement de la recherche scientifique. Et pour sa part, la docteure et ambassadrice du NEF, Dialtou Aboubakar Osman, a rappelé que l'enjeu, c'était de donner les moyens de maintenir le rythme du progrès afin de rester au contact de l'économie du savoir. Si l'Afrique est en retard, a-t-elle dit, sur la révolution industrielle, elle doit quand même s'arrimer fermement à celle du numérique. Elle en a la capacité et nos jeunes en ont le talent et l'intelligence. On l'écoute. C'est désormais la science qui trouvera une issue en Afrique et un port sera construit pour exhorter des milliers de jeunes à présenter, conduire, mettre en œuvre des centaines de projets innovants dans les domaines de la technologie et des sciences. C'est désormais en Afrique en général et plus particulièrement à Djibouti, pays de la Corne d'Afrique, et stratégiquement placé, qu'il incombera de soutenir le développement stratégique des domaines de l'innovation en sciences et technologies. C'est désormais en Afrique en général, plus particulièrement à Djibouti, qu'il incombera d'accueillir, de soutenir et d'assurer le suivi des initiatives locales de ces jeunes innovateurs en vue de valoriser le futur des sciences sur notre continent en général et plus particulièrement sur notre sol. C'est pourquoi, à travers la Semaine des sciences, nous visons l'objectif de vulgariser l'importance de la mise en place des programmes, des projets ou d'ateliers qui s'articuleront autour des thématiques précédemment citées. La Semaine africaine des sciences est, comme vous l'avez compris, l'expression de l'engouement qu'ont voulu faire montre des amoureux de la science, des professionnels du secteur privé et public et des instances gouvernementales en charge des questions de la science et de l'innovation. Et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, a tenu de son côté à féliciter les organisateurs. Vous êtes les acteurs, a-t-il souligné, du pays qui transforme le présent pour façonner le futur. Vous devez prendre la direction afin de nous inscrire dans le sens de l'histoire. Nous l'écoutons. Je suis optimiste. Je crois qu'il y a une ferme volonté, une détermination totale et un soutien entier du gouvernement, du président de la République. Et on dit souvent, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
vous nous permettez de savoir où on veut aller. Et ça nous rend très, très optimistes pour notre avenir. La science est indispensable pour avancer. Elle nous permet de lever tous les écueils de la vie quotidienne. Elle nous permet de lutter contre la pauvreté. Elle nous permet tout simplement de rendre la vie meilleure à ceux qui, parce qu'ils ont eu un handicap ou parce qu'il y a eu des petits accidents de la vie, n'ont pas accès à certaines technologies qui sont développées dans l'Occident et qui aujourd'hui peuvent être accessibles dans nos pays. La science est aussi indispensable pour que nous puissions développer notre pays. Développer pour tout simplement œuvrer pour le bien-être de l'ensemble de notre population. Inscrivons-nous dans ce mouvement global du monde qui dit que la science est l'avenir de l'homme. Et si on peut susciter la vocation pour les sciences à l'ensemble de nos jeunes, alors votre travail ne sera pas vain. Et je crois que la détermination et la forte volonté politique qui vous accompagne doivent nous permettre à tous d'être optimistes. Et enfin, donc, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et le ministre de l'Énergie ont tour à tour félicité les jeunes, mais aussi les organisateurs, afin de traduire cette volonté d'inscrire Djibouti dans l'évolution des pays africains en phase avec les innovations technologiques grâce au NEF. Nous les écoutons. Pour nous, c'est une fierté d'être là aujourd'hui à vos côtés, parce que la question de la science est une question transversale et qui engage toute personne. Dès le moment où on parle de développement, on ne peut pas se dissocier de la science. Et il est important que ça soit un domaine qui soit porté à sa juste valeur et surtout donner une certaine de l'amour à notre future jeunesse pour qu'on puisse continuer à avoir des docteurs et des professeurs autour de cette question. Et il est aussi inévitable de pouvoir parler de la science quand on parle de lutte contre la pauvreté. La science rentre dans tous les domaines, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans le développement de la technologie tout simplement. Et c'est un élément, comme on dit, c'est le stylo pour le papier. On ne peut pas avoir du papier si on n'a pas de stylo. Donc on a vraiment besoin de pouvoir mesurer l'importance. Et je pense que l'équipe qui a travaillé pour organiser cette semaine s'est démenée pour que cette activité puisse réussir. Et nous montrons ici avec notre présence, notre engagement, et surtout vous accompagner durant toute cette semaine pour pouvoir assister à ces différentes démonstrations ou bien preuves que les jeunes ont pu apporter. Et c'est une fierté pour Djibouti de rejoindre cette initiative également. Donc bravo à tous, félicitations et bon courage pour le reste. Sachez une chose, que c'est un défi. C'est un défi et nous sommes fiers aujourd'hui d'appartenir quelques moments à cette communauté d'innovateurs et de chercheurs. Et certainement, nous allons vous accompagner toute cette semaine. Et les équipes du gouvernement seront là pour pouvoir partager aussi et échanger avec nos jeunes universitaires, lycéens, collégiens, mais aussi de l'école primaire, mais aussi tout âge confondu, nous-mêmes, pour pouvoir partager et en apprendre, qui est important aussi. Félicitations, monsieur le directeur général, félicitations, mesdames et messieurs, ceux qui ont travaillé durant des mois entiers pour pouvoir réaliser cette semaine africaine à Djibouti, qui est une fierté, pour la première fois organisée à Djibouti, ces 6 petits pays de l'Afrique de l'Est, mais qui aujourd'hui sera connu par cette semaine des sciences africaines aussi, il faut le dire. Et je crois que nous pouvons rivaliser avec les pays qui sont aujourd'hui devant nous, comme le Rwanda, comme l'a si bien dit ce matin, mais comme aussi d'autres pays, le Sénégal et autres. Donc j'aimerais vous exhorter moi aussi, et nous vous encourageons aussi, et nous vous disons, nous sommes là. Le gouvernement attache une importance particulière au développement de la science et de la technologie, et nous serons à vos côtés pour pouvoir essayer d'apporter nous aussi à cette pierre dans l'édifice qui sera construit sur le développement des sciences de la télécommunication, mais aussi dans toutes les sciences.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, qui a pris ses fonctions d'ambassadeur auprès de la République de Djibouti le 17 août dernier. Cette visite de courtoisie de l'ambassadeur, qui s'inscrit dans le cadre de la traditionnelle prise de contact, a permis aux deux responsables d'évoquer l'état de relations entre les deux peuples et les deux pays, donc jugées unanimement bonnes, importantes, et également les voies et moyens de les renforcer. Après un tour d'horizon qui a permis aux deux hauts responsables d'échanger au sujet des différents secteurs dans lesquels la coopération et l'assistance française portent, le ministre Younis a assuré l'ambassadeur qu'il trouvera au sein du ministère de l'Énergie une disponibilité attentive ainsi qu'une facilitation effective pour faire aboutir les projets développés en commun avec les entreprises françaises. Et le diplomate français Arnaud Guillois a été par la suite reçu par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé. Et l'ambassadeur de France était accompagné du conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, Stéphane Gallet. Pris par également à cette rencontre le secrétaire général Abdallah Ali et Khadir Omar Khanilé, conseiller en communication du ministre. Lors de cette entrevue, le ministre et le diplomate français ont rappelé tour à tour la profondeur de liens d'amitié existants entre les deux pays. Le ministre du Travail a fait un tour d'horizon des domaines de coopération de la France, particulièrement le renforcement des capacités de l'INAP en matière de formation des agents de l'État. De son côté, le diplomate français s'est dit ouvert et disponible à prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer la coopération dans le domaine d'intérêt du ministère du Travail. Dans le cadre de sa campagne de pulvérisation intra-domiciliaire dans les quartiers, donc le département de la Santé a intensifié les activités de sensibilisation et de mobilisation sociale au sein de la communauté. À noter que toutes ces activités promotionnelles se sont déroulées en étroite collaboration avec l'UNFD qui a appuyé donc le département tout le long de la campagne de pulvérisation. Dans le cadre de sa campagne de pulvérisation intradomiciliaire, des soirées ont été organisées dans les quartiers concernés afin de sensibiliser et d'informer les habitants sur l'importance de leur implication dans la mise en œuvre de cette campagne de lutte antivectorielle. À quartier 4, Arhiba, comme au quartier 6, ces soirées ont suscité une forte mobilisation de la part de la société civile, des membres actifs d'associations à base communautaire, ainsi que de relais communautaires issus des comités de santé de ces quartiers à risque palustre. Animés par des sketchs de sensibilisation, ces événements ont également permis aux différents responsables sectoriels qui se sont succédés au micro d'apporter des éclaircissements, des explications utiles sur le bénéfice et le bienfait de cette nouvelle technique de pulvérisation intradomiciliaire. Chacune de ces communions avec la communauté ont un franc succès qui furent déterminants pour induire l'implication de la population récipiendaire en les incitant au soutien de ce programme de lutte antivectorielle qui est essentiel compte tenu de l'endémicité élevée du paludisme dans notre pays. Et dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler de Godoria la Belle. Godoria qui est considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Ce labyrinthe de canaux et de racines de palétuviers est une oasis grouillante où cohabitent des dizaines d'espèces animales et végétales. L'équipe du Prarève a réalisé les travaux comme le reboisement de 20 000 plantes de propagules de Rhizophéra, le nettoyage de 9 hectares de bois morts, la fixation mécanique de 2500 linéaires de dunes et l'ouverture de 1500 mètres de canaux d'infiltration de l'eau de mer. La suite dans ce commentaire de Fardous Hussein. Il s'agit d'un groupement de végétaux principalement ligneux qui se développe dans la zone de balancement des marais des côtes basses des régions tropicales. Les 4 principales zones de mangroves à Djibouti, d'abord à l'ouest de la ville, le long de la côte, une forêt en danger de disparition à cause de la proximité de la ville. Les îles Moucha, Godoria à 25 km au nord d'Obok, considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Horangar et Rassian entre Obok et la frontière érythréenne. Ces véritables zones d'habitation à forte densité, ces forêts mi-aériennes, mi-amphibies sont essentielles pour la faune sous-marine et insulaire comme les oiseaux, les crabes, les rats ou encore les insectes. L'entrelac des racines des diverses espèces de palétuviers est une source de nourriture inépuisable, un lieu d'habitat et de reproduction naturelle pour les poissons. On compte à Djibouti 4 espèces de palétuviers, ces arbres qui développent 1000 astuces pour survivre. La mangrove est souvent définie comme étant l'ensemble de la végétation composée essentiellement de palétuviers qui se développent dans la zone de balancement des marais des régions littorales intertropicales.
La mangrove colonise des zones alimentées en eau douce et à l'abri des courants marins comme les estuaires, les systèmes lagunaires, c'est-à-dire des zones calmes et peu profondes. On peut distinguer 3 types de mangroves. Les mangroves côtières qui ont la particularité d'être mobiles en fonction des déplacements des bancs de vase qu'elles colonisent. Les mangroves estuariennes, fixes, situées à l'embouchure et dans les deltas de fleuves. Et enfin, les mangroves de récifs coralliens. Le terme générique de palétuvier désigne tout arbre ou arbuste capable de s'adapter à une vie en eau saumâtre peu profonde. La végétation spécifique de la mangrove dispose de mécanismes physiologiques adaptés à des conditions de vie très difficiles. La mangrove est l'un des écosystèmes les plus productifs du monde. Elle serait aussi productive que la forêt tropicale humide. 1 hectare de mangrove représente 300 tonnes de matière organique sèche et en produit environ 15 tonnes par an. Les forêts de mangrove couvrent au total environ 700 à 800 hectares et se trouvent actuellement en régression sous les pressions des interactions des facteurs naturels et celles dues aux activités de l'homme. En l'absence de sources d'énergie d'un coût abordable, le bois des mangroves est utilisé comme bois de feu par les communautés vivant près du littoral. À cela s'ajoutent les années de sécheresse qui ont engendré un afflux de nomades en nombre croissant dans la zone du littoral. En certains points, leurs chameaux paissent sur les mangroves. Outre l'intervention directe de l'homme avec la coupe de bois pour faire la cuisine, construction des huttes, le développement urbain apparaît aussi comme un facteur de dégradation important des mangroves autour de Djibouti-Ville. Si on n'adopte pas dès maintenant une certaine sagesse écologique dans l'exploitation des mangroves, on encouragera leur destruction ainsi que celle de multiples espèces qu'elles abritent, plus vite que le taux de régénération naturelle le permet, et ceci engendrera un déficit de biodiversité. Djibouti, avec ses importantes zones côtières et ses diverses conditions naturelles, sociales et économiques, a commencé à travailler sur la gestion intégrée des zones côtières depuis 2004. Le ministère de l'Agriculture est en passe de lancer un vaste programme pour la préservation de ces forêts. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Londres et Bruxelles se sont lancés vendredi donc dans d'intenses négociations pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit. À 20 jours du divorce, la reprise in extremis des pourparlers signifie que les négociateurs européens et britanniques estiment qu'il y a encore une chance de trouver une solution. Le vent d'optimisme s'est levé donc jeudi après un entretien entre les premiers ministres britanniques et irlandais qui disent avoir prévu un possible compromis. Jusqu'à présent, l'Union européenne a refusé les propositions Boris Johnson, mais Bruxelles souhaite éviter un Brexit sans accord. La question du contrôle douanier sur la frontière irlandaise semblait jusqu'à présent insoluble. Le compromis en discussion pourrait finalement y apporter une solution. Le bilan des discussions sera fait demain lundi à la veille d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. Et enfin, en Équateur, le mouvement indigène rejette l'offre du dialogue du président Moreno. Des pierres et fusées artisanales lancées par les manifestants d'un côté repliquent à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc par la police de l'autre. À Quito, en Équateur, les tensions entre le mouvement indigène et le président Lenín Moreno ne retombent pas. Le pays connaît un regain de tension dans une crise provoquée par l'annonce d'une hausse des prix de l'essence de plus de 100% en échange d'un prêt du FMI de plus de 4 milliards de dollars. Une hausse des prix qui frappe de plein fouet les populations indigènes qui représentent la majorité de la population la plus pauvre et un quart de la population totale. En 10 jours, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 5 morts, dont un dirigeant indigène et plus de 2000 blessés selon le Bureau du défenseur du peuple, entité publique des défenses des droits. L'état d'urgence a été décrété pour 60 jours ainsi qu'un couvre-feu autour des institutions du pouvoir avec 74 000 militaires et policiers qui ont été déployés. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.